Peut-on filmer ou représenter l'immontrable? Voilà une question qui revient très souvent dans le monde de l'art dès lors qu'une œuvre cherche à retranscrire une sombre période de l'histoire. Mais que ce soit avec la peinture, la photographie, la sculpture, etc. et bien sûr le cinéma. Dans le cas de l'Holocauste, il est un événement historique qui paradoxalement est terrible et tragique, mais fut aussi le sujet de beaucoup de films pour essayer de faire ressentir l'horreur de ces camps de concentration et d'extermination, en choisissant de mettre en scène l'intérieur. Souvent pour rendre compte de l'abomination, cette manière de faire a souvent tendance à provoquer aussi une sorte de voyeurisme malsain. L'intention louable peut provoquer le contraire en transformant un événement dramatique en expérience cinématographique qui relève du spectacle ou du spectaculaire. Pas forcément un spectacle qui est agréable, mais qui use de procédés cinématographiques pour créer un film qui va jouer avec des codes, parfois commerciaux, qui attirent du monde en salle. Le côté thriller, voire même l'action à travers la sensation d'étouffement, ou bien même le pur procédé technique, comme ce fut le cas pour 1917 de Sam Mendes, qui, même s'il ne traite pas le même événement, édulcore son sujet en mettant en scène un exercice que je trouve purement technique. Jean-Luc Godard avait dit en 1963 dans les Cahiers du cinéma que l'intérêt de montrer le drame de la Shoah au cinéma serait de filmer ceux qui dirigeaient ce génocide. Pourquoi exactement? Quelle serait l'utilité première de faire ça? En tout cas, c'est ce qu'a décidé de faire Jonathan Glazer en réalisant La Zone d'intérêt. Jonathan Glazer est un réalisateur britannique qui s'est fait connaître il y a 10 ans avec Under the Skin, film étrange et sensoriel de science-fiction. Avant ça, il avait réalisé Sexy Beast en 2000, un film de gangster rythmé avec un humour un peu à l'anglaise, et Birth en 2004. En presque 25 ans, le cinéaste n'a donc réalisé que 4 longs métrages, mais avec La Zone d'intérêt, il rencontre déjà un nouveau succès critique et visiblement public dès ses premières journées, en salle en France avec près de 26 000 entrées dès le premier jour. Le film est inspiré du roman éponyme de Martin Amis et met en scène le commandant nazi Rudolf Höss, responsable officiel du camp d'Auschwitz, qui vit paisiblement dans sa grande maison familiale avec sa femme et ses enfants. Cette maison est cependant son lieu de travail puisqu'elle est collée à l'enceinte du camp et c'est ici que se déroulent la plupart de ses échanges avec ses supérieurs. La Zone d'intérêt adopte déjà un parti pris très radical. Il est très rare dans un film de mettre en avant le côté de l'oppresseur et du monstre car cela est souvent jugé comme immoral. Mais comme je le disais plus tôt, la question se pose forcément dès lors qu'on traite de cette sombre période, et d'autres périodes historiques par ailleurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un film qui est très déstabilisant, et ce pour plusieurs raisons que je vais essayer de développer, mais je pense qu'on tient un grand film. Le film de Jonathan Glazer aborde déjà une forme assez spéciale. Voulant être très précis dans l'architecture et la reconstitution historique, la mise en scène pose alors son cadre de manière à créer une forme presque picturale à chaque plan. Tout est très sophistiqué dans les formes, les mouvements de caméra, pour perpétuellement souligner l'absurdité et la froideur de ce qui se déroule au sein de cette famille. D'apparence paisible, l'ambiance est pourtant là, dans le hors-champ qui n'en est pas vraiment un. Le contraste colorimétrique du camp, qui est sombre, face à la blancheur de la maison et à la verdure du jardin familial, les enfants qui s'amusent dehors avec des trucs un peu bizarres comme des dents en or, ou encore Hedwig, la femme du commandant, qui fait sentir les fleurs à son bébé, essaie un nouveau manteau de fourrure dans sa chambre, pendant que des aboiements, des cris de garde ou encore des coups de feu se font entendre. Ce choix de ne jamais appuyer l'horreur qui se déroule créait paradoxalement cette ambiance si malaisante où un couple bourgeois semble trouver totalement normal ce qui se déroule sous leurs yeux, mais choisissent de ne pas y prêter attention ou bien d'en être justement totalement conscients. Mais on va revenir dessus. Le film ne cesse de créer cette répétition dérangeante dans son quotidien. Dans les fumées des trains qui dépassent des murs de la maison, l'eau du fleuve dans laquelle la famille se baigne qui se retrouve à être troublée et polluée par les cendres qui proviennent directement du camp, et tout cela avec une utilisation intelligente de la caméra. Par exemple dans la maison, chaque caméra est posée en amont, et les comédiens ont donc joué sans équipe technique à la manière d'une télé-réalité, ce qui leur ont permis une improvisation dans les mouvements et les déplacements que suit le montage final, puisqu'il y a plein de caméras en fait dans différentes salles de la maison. Ce procédé accentue le côté réalité avec un ton horrifique dans les angles de caméra choisis, mais il permet aussi quelque chose d'assez étrange. Il n'y a aucun gros plan. La caméra est perpétuellement éloignée, ne cadre rien d'autre qu'une situation donnée où des corps bougent, se déplacent, parlent, mais ne font pas grand-chose. Des pique-niques dans l'herbe, des rendez-vous avec les grands-parents, une visite dans le jardin, une baignade dans la piscine, un repas à table, une réunion de travail. Nous n'avons donc aucun rattachement quelconque, aucune tentative de créer un personnage que l'on pourrait suivre, aucun impact émotionnel avec quelqu'un.
Ces corps ils existent, sont dans le cadre, mais sont toujours filmés de façon très éloignée. Les visages sont presque difficilement cernables parfois. Le ressenti formel que ça donne, c'est que le cinéaste ne prend pas de parti pris émotionnellement explicite et s'abstrait de toute forme de récit ou de narration classique à ce niveau-là. Le film est comme une sorte de musée à ciel ouvert, où l'idée est de reconstituer un épisode dramatique qui fut la conséquence du système politique dans lequel il s'inscrit. Chaque personnage est comme un pion dans un échiquier industriel et économique. Et c'est là justement où je vais rentrer un peu plus dans le fond du sujet. Car on a souvent parlé de banalité du mal en parlant du film, à juste titre en partie je pense, car l'idée est de montrer l'horreur sous sa forme la plus réelle et plus simple, ce qui la rend d'autant plus difficile et crue. Mais j'ai souvent remarqué qu'on critiquait le film justement parce qu'il n'y avait pas de volonté de montrer que le mal pouvait s'imprégner chez chacun de nous, et que le résultat était que les personnages filmés vivaient consciemment dans l'horreur et assumer l'ignominie des camps. Et en fait, c'est vu comme un défaut, mais pour moi, c'est justement la qualité principale du film et la raison pour laquelle il est si glaçant. L'idée du film n'est pas de faire une leçon sur le mal, il n'est pas de diaboliser un couple qui l'est déjà de par leur situation, ni de souligner la situation ignoble du contexte car nous la connaissons déjà. L'idée du film, au travers de sa mise en scène éloignée par exemple de chaque personnage, c'est de mettre en scène les conséquences d'un système politique. L'intrigue s'inscrit dans un contexte précis, social et historique. Et c'est cela qui va faire naître le malaise et le côté déconnecté de ce couple, mais aussi le brillant traumatisme que suscite le film sur sa fin. Tout simplement car il se comporte comme un couple bourgeois banal de l'époque. Le côté métaphysique est alors mis de côté, et Jonathan Glazer cherche à représenter comment ces individus pouvaient penser et faire ce qu'ils faisaient. Rudolf Höss, par exemple, ne se contente pas d'être filmé comme un commandant nazi, mais comme un homme stressé par son travail et ses hiérarchies. Il fonctionne comme un ingénieur aux ordres de ses supérieurs qui ne voit les juifs que comme un pur produit de manufacture et comme la conséquence de son haut poste qui lui garantit sa position de cadre. Car oui, c'est un cadre. Ces zones d'intérêt sont vues par les nazis comme un lieu de production économique rentable et productif. Dans un article sur 3 couleurs que je trouve passionnant, Johann Chapoutot, spécialiste du nazisme, dit notamment ceci. Le film montre très bien, dans toute sa froideur, que pour les nazis, l'enjeu est d'être sachlich. Je suis pas sûr de bien le dire. C'est un mot difficile à traduire qui désigne le fait d'être objectif, professionnel, froid et réifiant. C'est-à-dire de transformer les gens en choses. La conférence de Wannsee, qui a eu lieu le 20 janvier 1942 et met au point l'organisation de la solution finale, est une conférence du tableau Excel. On fait des statistiques, on définit des objectifs chiffrés et des exécutants comme Rudolf Höss sont chargés de les atteindre. Mais ce Höss a parfaitement conscience de ce qu'il se passe. Certaines scènes l'évoquent, notamment la manière qu'il a de fermer chaque porte de la maison pour éviter à ses enfants la moindre fuite qu'il ne contrôlerait pas, afin d'éviter qu'ils soient suffisamment curieux pour se rendre de l'autre côté de la barrière. Dans sa manière de parler froidement du nombre de bonbonnes de gaz dont a besoin le camp, du prix que ça va coûter de construire des crématoires, dans une discussion purement économique et mathématique et donc monstrueuse. Jonathan Glazer ne fait pas du misérabilisme ou ne cherche pas à diaboliser ses protagonistes plus qu'ils ne le sont déjà. Il cherche avant tout, à travers des gros travaux de recherche historique, mais aussi en se basant sur des sciences humaines et sociales, à montrer le côté industriel et économique de l'horreur. Comment se passaient les rendez-vous bureaucratiques et comment un homme omet complètement le caractère inhumain de sa fonction, tout en étant parfaitement conscient de ce qui se déroule. Pour lui, c'est normal et justifié, tout comme sa femme profondément méprisante envers leur domestique, qui ne voit pas le souci et n'hésite d'ailleurs pas à la menacer de mort quand elle n'est pas suffisamment performante pour elle. Le film n'a pas besoin d'aborder frontalement la question de l'antisémitisme et du racisme, puisqu'on sait que c'est en toile de fond, et que cette idéologie est une conséquence d'une vision fasciste productive et froide du monde. Ce monde parallèle où chaque horreur est semi-cachée ou ellipsée, comme notamment une scène de viol que commet Höss, représente purement les œillères que cette famille ont choisi de se mettre en trouvant ça normal et justifiable économiquement et humainement. Mais ces œillères n'en sont pas vraiment, puisque c'est un rassemblement de conditions matérielles qui ont amené à ce que cette classe et ce couple soient OK avec ça, considérant que c'est pour le bien de leur pays, mais surtout de leur famille. La préoccupation principale d'Edwig est que son mari soit à l'aise dans son travail et soit plus présent pour les enfants. Elle ne souhaite pas déménager après le temps qu'elle a passé à construire ce si beau jardin et ne souhaite donc pas que Höss soit muté. Mais ce dernier n'y peut rien. Et c'est tout le système qui l'inscrit dans ses injonctions, et dans ce monde si délirant. Si Hedwig ne faisait pas au moins 4 enfants et s'en occupait mal, elle pouvait être considérée comme inutile par exemple, dans l'idéologie nazie. Cette déconnexion fait partie de cette stratégie inhumaine qui ne va jamais chercher dans l'extrême dans le film pour souligner non seulement le côté diabolique de cette famille, mais aussi tout le contexte historique et social qui constitue cette famille, cet événement tragique, et qui est responsable de ce qu'il s'y produit. Cette horreur, elle est parfois imagée, représentée de nouveau très radicalement dans la mise en scène. Derrière ces plans propres, colorés, ces mouvements quotidiens, ces dialogues banals,
banal, un autre monde est en jeu. Celui déjà du son en off, j'en ai parlé, mais aussi de la musique, très rare mais très angoissante, qui dans le film suspend le temps pour rendre l'horreur presque comme un cauchemar fantomatique qui hante le film. Ne serait-ce qu'au tout début, où une musique polyphonique pesante engloutit un fond noir pendant plusieurs minutes avant de lancer le premier plan. De même, lors d'un seul gros plan sur une fleur, qui amène un rouge sanglant sur l'écran pendant plusieurs secondes, avec toujours cette musique très désagréable. Mais pour illustrer ça, Glazer inverse aussi les polarités de certaines images filmées de nuit, représentant possiblement une prisonnière qui tente de s'enfuir. Le côté négatif de l'image fait presque naître une sensation de chasse, comme si elle était aux yeux de ce monde cruel un animal, un pur produit. Ses mouvements sont plus humains que les protagonistes que l'on suit, mais l'image la transforme en visage non reconnaissable, comme pour représenter dans un seul corps tout un tas de victimes de cette barbarie, représentées comme un modèle économique. Lors de ces séquences, seul l'humain compte, et tout l'aspect politique perd alors toute crédibilité. Et c'est ça qui rend très glaçant la zone d'intérêt. En choisissant d'être le plus fidèle à ce qui a pu se passer, ou du moins architecturalement, Glazer fait de son film une sorte de film musée, dont la représentation est lucide d'ailleurs dans sa fin qui souligne le travail de mémoire, et ça peut être perçu comme lent et répétitif et pas vraiment impactant. Mais c'est de cette répétitivité que naît l'horreur, représentée pourtant symboliquement dans ces cadres très précis, ces objets qui masquent les crimes, mais ancrés dans un réel qui glace le sang de par sa banalité certes, mais aussi de par son côté politique qui accepte ça, qui fait que chaque personnage est représenté comme un pion dans un échiquier industriel. Je trouve la fin assez brillante à ce niveau-là, comme si le temps se mélangeait et qu'un brin de prise de conscience faisait disparaître tout l'aspect matériel et économique pour laisser place le temps d'une demi-seconde dans le cerveau de Rudolf Höss à la conscience de l'inhumanité dont lui et son système ont fait preuve, comme une hantise qui l'accompagne le temps d'un plan. Qu'est-ce qui permet de mettre en scène un film comme ça ? Ça permet aussi d'actualiser l'événement, de montrer que ce n'est pas que du passé, que c'est un événement tragique qui peut recommencer pour des raisons économiques à peu près similaires, que la haine envers les juifs s'inscrivait dans un contexte historique et social qui peut se répéter. Il ne s'agit pas que d'un passé historique qui aurait servi de leçon, que des génocides continuent aujourd'hui pour ce type de raisons. Les enfants du couple jouent un rôle clé dans le film d'ailleurs, puisqu'ils représentent une génération matrixée par l'endroit dans lequel ils vivent et dans lequel ils vont grandir, considérant qu'il est normal et logique de faire ce que leurs parents font et pensent. Les idées sont un virus qui se propage et qui traverse les âges. Jonathan Glazer disait notamment ceci dans une interview qu'il a consacrée au Guardian. La raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est d'essayer de réaffirmer notre proximité avec ce terrible événement que nous considérons comme appartenant au passé. Pour moi, ce n'est même pas du passé. Et en ce moment, je pense que quelque chose en moi est conscient et craintif que ces choses sont en train de réapparaître. Le chemin emprunté par tant de gens est à quelques pas. C'est toujours à quelques pas. Alors on peut trouver ça alarmiste, mais je trouve ça éclairant de ne pas oublier que cette période sombre de l'histoire n'est déjà pas si vieille, et je trouve les choix esthétiques de Jonathan Glazer particulièrement frappants et glaçants. Dans sa mise en scène, il montre que tout peut être considéré comme un puits d'énergie, même des êtres humains, dans lequel on va puiser jusqu'à l'épuisement. Je termine sur une citation de Joan Chapoutot qui clôt l'article que je vous conseille de lire. C'est un film sur le carriérisme consumériste, utilitariste et égoïste, érigé encore aujourd'hui en valeur cardinale du capitalisme, mais aussi sur la réification. Pour Höss, la population des camps est du matériel, du matériau humain, ce que nous appelons aujourd'hui des ressources humaines. Cette réification est corrélée à un certain darwinisme social, avec l'idée que la vie est un combat, qu'il faut être performant parce qu'elle opère une sélection parmi les meilleurs. Cela structurait le monde des nazis, et structure toujours le nôtre. Et enfin, on voit, avec la pollution par exemple de la rivière qui se trouve près de chez les Höss, à quel point le nazisme est le paroxysme de l'anthropocène, qui rime avec une destruction systématique de l'environnement et des êtres humains. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie de voir le film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en tout cas, et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller jeter un petit coup d'œil à mon Tipeee si vous avez envie de me donner quelque chose, et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.